Bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence. Je suis Alain Sarfati, président de la section Paris Sud de la Société française de physique, et c'est un plaisir pour moi d'animer aujourd'hui ce colloque organisé par la Société française de physique et le laboratoire de l'accélérateur linéaire dans les locaux dans lesquels nous sommes. Aujourd'hui, donc, une conférence à deux voix. Nous avons le plaisir de recevoir le professeur François Englert de l'Université libre de Bruxelles. François Englert est bien connu puisqu'il est l'auteur, avec Robert Brout, du premier papier sur le mécanisme dominant des masses en physique des particules par le mécanisme de brisure spontanée de symétrie locale. C'est le mécanisme bien connu sous le nom de mécanisme de Brout-Englert-Higgs. François Englert a reçu de nombreux prix, le prix des Asturies, le prix de la Société européenne de physique, le prix Wolf, et j'en oublie sans doute. C'est notre premier invité. Comme vous le savez, l'excitation de ce champ, c'est le célèbre boson qu'on raccourcit par le boson de Higgs, qui a été découvert en juillet 2012 au CERN. Notre deuxième invité est Louis Fayard, qui est directeur de recherche au CNRS, physicien au LAL, au laboratoire de l'accélérateur linéaire, et qui parlera de la découverte plus spécifiquement et de ses premières propriétés. Alors lui a lui aussi un passé dans ses expériences. Il a participé à de nombreuses découvertes, les bosons W et Z avec UA2 au CERN, la violation directe de CP avec Na48 toujours au CERN, et le boson scalaire avec Atlas au LHC toujours au CERN. Voilà, voilà un mot sur nos deux invités. Je vais leur laisser la parole parce qu'ils vont dire des choses beaucoup plus intéressantes que moi. Et puis on laissera donc les deux conférences à la suite, et je vous laisserai la parole pour quelques questions à la fin des deux exposés. Voilà. Merci. Donc je vous laisse la parole tout de suite. Bien, merci. Merci. J'ai appris que j'ai un passé et j'espère avoir aussi un peu d'avenir, mais on verra bien. Alors, voilà. Bon, donc je vais vous parler de ça. Et je vais d'abord situer le problème dans l'histoire de la physique. La physique, telle que nous la connaissons, se développe à partir de la Renaissance. En grande partie, un point essentiel était évidemment le principe d'inertie, mais je ne vais pas parler de ça. Et les développements ont été tellement rapides que, surtout au début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, il y a eu des progrès tels qu'on pouvait concevoir alors, à la fin de cette période, que la totalité des phénomènes était gouvernée essentiellement par deux lois, et deux lois connues. Parce que l'idée générale qui s'est développée à partir de la Renaissance de la physique était que les phénomènes observés étaient, dans leur diversité, simplement des manifestations particulières de lois générales. Et ces lois générales que l'on a commencé à apprendre au cours des siècles qui ont suivi. Donc, comme je disais, après la première moitié du XXe siècle, on pouvait vraiment imaginer que la totalité des phénomènes, mais disons à partir du niveau de l'atome jusqu'aux confins de l'univers observable, pouvait être expliquée, comme j'ai dit, par deux lois qui étaient connues, qui étaient en fait la relativité générale, qui était la généralisation de la gravitation newtonienne introduite vers la fin du XVIIe siècle, et l'électrodynamique quantique, qui était la vision quantique de la théorie maxwellienne de l'électromagnétisme 2 siècles plus tard, après Newton. Mais l'électrodynamique, l'électromagnétisme et la gravitation sont des forces à longue portée, c'est-à-dire des forces qui agissent sur les objets, quelle que soit la distance qui les sépare. C'est évident,
Il suffit de regarder les étoiles pour savoir que, puisqu'on les voit, les forces électromagnétiques sont à grande distance. En ce qui concerne la gravitation, c'est aussi évident. Mais le développement des techniques nous a appris qu'il y avait d'autres forces qui étaient probablement tout aussi fondamentales, d'autres interactions tout aussi fondamentales, au niveau subatomique, c'est-à-dire nucléaire et subnucléaire. Et ces forces, au début des années 60, on n'avait aucune approche théorique cohérente pour essayer de les comprendre. Ça, c'est ce qu'on appelait des forces à courte portée. C'est donc des forces qui agissent au niveau nucléaire ou subnucléaire, mais dont les effets à grande distance sont essentiellement négligeables. Alors, à partir des années 60, il y a eu un travail extrêmement important de Nambu qui a généralisé des notions que je vais expliquer à partir des transitions de phase à la théorie des particules élémentaires, et basé sur ces idées, en 1964, Brout et moi-même avons proposé que l'existence de particules, de bosons, BH, X, tout ce que vous voulez, ou des bosons scalaires qui se condensent en un champ qui envahit l'univers. Et les propriétés de cette condensation est telle qu'elle engendre, par un phénomène analogue aux transitions de phase, des forces à courte portée à partir des forces à longue portée. Et en généralisant ça, elle engendre aussi la masse de toutes les particules élémentaires. Le mécanisme lui-même, qui se développe ainsi, introduit également une vision nouvelle de l'unité des lois de la nature. Voilà. Et je vais tenter de raconter un peu cette aventure et qui a pris une dimension tout à fait nouvelle depuis l'extraordinaire découverte au CERN l'année passée. Alors, voilà. Je vais d'abord revoir rapidement le stade actuel de nos connaissances en ce qui concerne le monde des particules élémentaires. Ensuite, je parlerai de la notion de brisure de spontanée de symétrie qui est la notion qui avait été généralisée des transitions de phase aux particules élémentaires par Nambu. Et ensuite, j'expliquerai ce qu'est le mécanisme BH, son application à ce qu'on appelle le modèle standard et le rôle du boson scalaire qui lui a introduit. Le mot scalaire définit complètement ce boson. Nous allons voir ce que ça veut dire en détail. Bon, alors, avant de commencer, je voudrais vous rappeler, ou pour ceux pour lesquels c'est pas tout à fait un rappel, dire une chose qui est essentielle pour comprendre la suite. J'ai parlé d'interactions à longue portée et à courte portée. En mécanique quantique, les interactions sont médiées par des particules. C'est représenté ici, le temps va de bas en haut, deux électrons qui interagissent par l'échange d'une particule que j'ai appelée Z et dont la masse est mz. Si vous regardez cette expression, qui est là, ou ce dessin, vous voyez que, en fait, classiquement, ça n'a pas de sens, parce que lorsque la particule Z est présente, il est facile de voir que l'énergie n'est pas conservée. Classiquement, ce n'est pas possible. Quantiquement, c'est possible, pour autant que le processus ne dure pas trop longtemps. C'est-à-dire, il est réglé par les incertitudes d'Heisenberg, c'est-à-dire que plus la masse est élevée, plus le processus doit se dérouler en un temps court. Et ça veut dire, si la masse est élevée, que la particule intermédiaire ne se propage pas loin. Autrement dit, les particules massives, qui d'ailleurs
ont mathématiquement un comportement différent des particules de masse nulle, ça c'est la relativité qui nous le dit, les particules massives engendrent des forces qui sont très différentes des particules de masse nulle pour lesquelles la portée peut devenir très grande, et donc les particules de masse finie engendrent des forces à courte portée, tandis que l'échange de particules de masse nulle engendre les forces à longue portée. Quelles sont ces forces? Eh bien, comme j'ai dit, il y a actuellement, voilà, donc ça c'est ce que je viens de dire, les forces, les particules fortes, je vais, oui, les forces sont engendrées donc par des particules. Ces particules sont des bosons. Et en ce qui concerne la gravitation et l'électromagnétisme, qui sont des forces à longue portée, elles sont donc, comme j'ai dit, engendrées par des particules de masse nulle. Pour l'électromagnétisme, c'est le photon bien connu. La portée est infinie, c'est ce que est indiqué ici. Ça veut simplement dire que c'est des forces à longue portée. Pour le graviton, pour la gravitation, ce serait le graviton. Mais bon, les forces sont tellement faibles que, en tous les cas, il n'est pas mis en évidence. Alors, il y a les interactions à courte portée que l'on connaît, qui sont les interactions, d'une part les interactions fortes responsables de la cohésion des noyaux, d'autre part les interactions faibles qui sont responsables en particulier des désintégrations radioactives. Les interactions faibles sont médiées par trois particules que nous reverrons dans cet exposé, qui sont les particules massives, les deux particules chargées W, plus et moins, et particules neutres Z. Pour les interactions fortes, c'est différent. Les interactions fortes, en fait, sont médiées par 8 particules qui, en réalité, sont sans masse, et le fait que les forces sont à courte portée provient d'un phénomène différent que j'évoquerai rapidement en espérant avoir le temps, parce que je suis en train de perdre mon temps. Alors, bon, alors ces forces agissent en certains cas évidemment sur elles-mêmes, mais agissent aussi sur les sources de la matière ordinaire, et en particulier des constituants de l'atome et des constituants du noyau et des atomes. Donc le noyau, lui, est formé de protons et de neutrons, mais ça, ce ne sont pas des particules élémentaires à notre niveau, ce sont des particules composites, des quarks, et il y a 3 quarks up et 3 quarks down qui diffèrent par ce qu'on appelle la couleur, à part ça, ils sont dégénérés en masse, et pour former les protons, il faut les combiner de manière à avoir les charges voulues, c'est fait ici, et de telle manière, bien sûr, que les charges sont ce qu'elles sont, mais aussi, comme vous le voyez, les particules ont chacune une couleur différente. Donc, je ne vais pas commencer à expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Et sinon, ça ne marche pas. Et voilà. Et alors, donc, à cela, il faut évidemment associer l'électron pour construire les atomes, et à cette famille, ici, qui construit la matière que nous connaissons bien, il faut associer le neutrino, aussi neutrino électronique, dont la masse est très faible, et la charge nulle. Cette famille se répète 2 fois, à des masses plus élevées, c'est la famille du muon et la famille du leptonto. Au muon sont associés les quarks charmés et étranges, charmed and strange, et au top, au leptonto sont associés le top et le bottom. Voilà. Et tout ça, ce sont des fermions. J'ai mis un point d'interrogation parce que justement, l'expérience du CERN nous force à revoir un peu la notion que toutes ces particules sources sur lesquelles agissent toutes ces interactions sont uniquement des fermions. Alors, introduisons maintenant, après ce bref résumé de ce qu'on connaît, introduisons la notion de brésiosimétrie. Voilà, ici c'est très simple, et la notion est simple aussi. Vous avez ici une table dressée avec les verres qui sont entre des plats adjacents. Le système a visiblement une symétrie droite-gauche. Maintenant, les convives arrivent.
Ces convives sont parfaitement ambidextres. Ils n'ont pas une culture particulière ou une éducation particulière qui leur dit qu'ils doivent prendre celui à droite ou à gauche. Mais si l'un prend, par exemple, le vers droite, l'équilibre ne sera atteint que si tout le monde fait la même chose. N'est-ce pas? Donc, la symétrie va être brisée, et on dira que c'est une brisure spontanée de symétrie, parce qu'elle est due au pur hasard, il n'y a pas de considération énergétique, il n'y a pas de considération d'histoire préétablie, et voilà, ça c'est la brisure spontanée de symétrie. Maintenant, est-ce que ça existe en physique? Oui, et c'est même très fréquent dans les transitions de phase, particulièrement dans les transitions de phase du second ordre. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça ne fait rien. Et je vais prendre un exemple, le ferromagnétisme. Ben, en ferromagnétisme, le ferromagnétisme, c'est l'effet d'avoir des petits aimants au niveau atomique qui ont tendance à s'orienter parallèlement l'un à l'autre. Et à haute température, ben, il n'y a rien de global qui se développe parce qu'il y a l'agitation thermique. Mais à basse température, où l'énergie détermine le système essentiellement, le système va s'orienter. Parce que s'il y en a deux qui se mettent comme ça, c'est un peu comme les convives, là, les autres doivent faire la même chose. Et donc, le système s'oriente dans une direction, laquelle, en principe, n'importe laquelle, si on élimine des effets de surface et des effets extérieurs, et donc c'est une brisure spontanée de symétrie. Voilà un exemple. C'est une brisure continue de symétrie, parce qu'on a toutes les orientations sont possibles, et ça a une conséquence physique. Pour l'étudier, je ne vais pas prendre ici l'exemple, je ne vais pas développer cet exemple trop en détail, mais vous voyez que on peut écrire un potentiel qui, dans les noms savants, c'est le potentiel de Gibbs par spin. Et à haute température, ce potentiel dans le plan V et la direction Z de magnétisation a un minimum qui, dans toutes les directions transverses, par symétrie, cette courbe donne exactement la même chose. Et donc, vous voyez bien qu'il n'y a qu'un seul minimum, ce qui veut dire que la magnétisation est nulle, parce que le système, évidemment, se met au minimum, dans lequel la magnétisation est nulle. Mais lorsque la température descend, si elle descend en dessous d'une certaine température critique, la température de Curie, vous voyez que dans le plan VMZ, deux minimums apparaissent, mais ces deux minimums aussi sont vrais dans toutes les directions transverses, donc la flèche verte ici, qui est là, engendre en fait une vallée de minimum. Dans cette vallée de minimum, la courbure est nulle, et ça, en théorie des particules, ça voudrait dire que la masse des particules est nulle. Ici, ça veut dire que le mode qui sont dues aux fluctuations dans cette direction, à la limite des grandes longueurs d'onde où on déplace simplement le système, ça ne coûte aucune énergie, donc nous avons un mode que nous appellerons de masse nulle dans cette direction verte, et dans la direction rouge, bien sûr, ça coûte de l'énergie, et ça, c'est un mode que j'appelle massif. Les constituants de ces modes existent donc classiquement, donc ce sont les constituants sont nécessairement des bosons, et en fait, ces modes de masse nulle, ce n'est rien d'autre que, pour les gens qui étudient ce problème, c'est ce qu'on appelle les quantas d'onde de spin. Et ça, c'est bien connu et bien mesuré. Voilà, et cette propriété d'avoir une brisure de symétrie continue donne une caractéristique essentielle qui est une particule de masse nulle. Alors, oui, et ça c'est vrai, sauf qu'il y a un exemple où c'est pas vrai. Et ça, c'est la supraconductivité, dans lequel le mode de masse nulle est absorbé dans des oscillations à plus grande énergie, qui sont les oscillations de plasma. Et on peut croire à première vue, et c'est juste d'ailleurs, que c'est dû aux interactions électromagnétiques, d'ailleurs c'est vrai, mais il y a une interprétation subtile que d'ailleurs Anderson avait subodorée et qui n'est rien d'autre essentiellement que, disons, l'ancêtre du mécanisme BH que je vais expliquer après.
Voilà. Alors, Nambu, comme je l'ai dit au début dans mon introduction, Nambu généralise la notion de brisure de symétrie en théorie des champs, c'est-à-dire en théorie des particules élémentaires. Et il étudie le problème suivant, n'est-ce pas? Il prend des fermions de masse nulle. Les fermions de masse nulle, c'est essentiellement deux neutrinos disons, d'hélicité opposée, mais qui se propagent sans interaction. Donc la phase quantique entre les deux neutrinos est arbitraire, et ça donne une symétrie de rotation ou une symétrie de phase, qu'on appelle une symétrie U1. Et alors, donc, si on a des interactions qui respectent cette phase, évidemment, le fermion de masse nulle restera de masse nulle, sauf s'il y a une brisure spontanée de symétrie. Et dans ce cas, évidemment, il acquérera une masse, mais en même temps, on va retrouver le boson de masse nulle que l'on avait en transition de phase, et c'est ça, le boson de Nambu-Goldstone. Pourquoi Goldstone, je dirai dans un moment, et que Nambu identifie à la limite chirale du pion. Et en plus, étudiant ça avec Nambu et avec John Alasigno, il montre l'existence aussi d'un boson scalaire massif qui n'est rien d'autre que le mode massif dans le cadre du ferromagnétisme, qui est celui dans lequel on grimpe sur le potentiel. Voilà, mais il y a un modèle plus simple et plus proche de ce que nous avons besoin, qui a été développé par Goldstone. J'ai écrit un Lagrangien. C'est à partir de là qu'on sort tout. Alors, le champ ici est un champ scalaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas des orientations, donc c'est un champ de spin 0, comme on dit, et c'est un champ scalaire massif, et là aussi il y a un potentiel, et ce potentiel est tel qu'il va engendrer un minimum non trivial et une brisure de symétrie. Ici aussi, il y a une symétrie U1, donc qui est la symétrie de phase du champ complexe. Et dès que le module de phi est non nul, il va y avoir symétrie brisée parce que la phase peut devenir n'importe quoi. Elle joue le rôle de la rotation dans le cas du ferromagnétisme. Et on écrit donc en général phi comme la valeur moyenne plus les fluctuations. Les fluctuations, c'est ce qui, en mécanique quantique, définit les particules. Alors, en fait, quel est ce potentiel que j'ai mis mathématiquement? Ben, il suffit de le regarder. Le voilà. Il est là. Ça ressemble, comme un frère jumeau, évidemment, au potentiel effectif du ferromagnétisme. Il y a aussi une direction, une direction qui donne des modes de masse nulle. Et la direction, en principe, elle est verte, mais elle est devenue bleue ici. C'est le projecteur. Bon, et puis, il y a le mode massif, donc tout à fait comme avant, que l'on voit d'ailleurs en représentant le champ complexe par ses composantes réelles, et vous voyez qu'alors la vallée a lieu non pas dans l'espace, comme dans le cas du ferromagnétisme, mais dans l'espace des champs, entre phi1 et phi2, nous avons cette vallée, et donc on aura phi1 jouant le rôle, par exemple, d'un choix de l'énergie minimale, phi1 joue le rôle de la magnétisation. Et voilà, et donc il y aura une masse pour le mode massif, et il n'y aura pas de masse pour le mode de masse nulle comme précédemment. Il suffit d'ailleurs de développer, pour ceux qui veulent faire le calcul, le potentiel qui est là au second ordre autour de le minimum. On retrouve bien que sur le bleu-vert, c'est un boson sans masse, et sur l'autre, il est un boson scalaire massif. Voilà. Mais ici, je voudrais tout de même, pour ceux qui n'ont peut-être pas toujours
une connaissance mathématique, parce que je crois que le public est assez large, il y a tout, il y a des grands experts qui sont plus experts que moi, il y en a qui le sont moins, et alors je vais tout de même donner une explication de ça en termes tout à fait qualitatifs. Et ce sera d'ailleurs très important pour comprendre le mécanisme BH. Ici, je représente, dans la première bande, l'état d'énergie minimum. Tout est orienté dans la direction phi1. Tous les champs sont orientés dans la direction phi1. Maintenant, je tourne la moitié de ces champs d'une certaine direction, d'un certain angle. Ça revient à dire que la moitié tourne dans le plan phi1, phi2, le long, disons, de ce que j'ai appelé la vallée. Et dans cette vallée, quand je fais ça, mais ça coûte de l'énergie, parce que il faut tout de même l'énergie pour mettre ce spin-là dans une direction autre que celui-là. Ou, disons, c'est pas le spin ici, c'est le champ, c'est la même chose. Donc, ici, ça va coûter une énergie, mais ça n'en coûtera forcément pas beaucoup, parce que si je tournais le tout, je passerais à un vide équivalent au premier, par suite du fait que c'est une brisure continue de symétrie. Donc ça ne coûte pas cher. Ça coûte un peu plus. Donc qu'est-ce que j'ai fait à la troisième bande? J'ai dessiné une onde de courte longueur d'onde, mais si je remonte maintenant cette onde de courte longueur d'onde à grande longueur d'onde, je vois qu'à la limite, je trouve une onde qui, dans la limite des grandes longueurs d'onde, ce qui en théorie des champs veut dire des petits moments, d'énergie tend vers zéro, donc je dois avoir des particules de masse nulle comme constituant de cette onde. Et donc ça, c'est le condensat, et ceci, ça, c'est le mode de masse nulle qui est engendré, et donc ici apparaît le boson de Nambu-Goldstone de masse nulle qui est là. Bien sûr, si je grimpe le long du potentiel, là, la courbure va être non nulle, ça coûtera de l'effort, et donc là, j'aurai un mode massif, j'aurai le condensat, et j'aurai un boson scalaire massif, comme dans le modèle de Nambu, comme dans le ferromagnétisme, comme d'ailleurs, et c'est la même chose essentiellement, que le boson BEH ou X ou tout ce que vous voulez. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour résumer, la symétrie U1 dans le modèle de Goldstone, avec le potentiel de Goldstone, est spontanément brisée par le condensat, ici, et donne lieu donc à un vide dégénéré, c'est-à-dire que l'état d'énergie minimum, pour toutes les directions, a la même énergie de base, et c'est le vide dégénéré. Le boson Nambu-Goldstone sans masse caractérise donc, dans ce cas-ci, et c'est facile de généraliser, une brisure de symétrie continue, et le boson scalaire massif, on voit bien quel est son rôle, il mesure la rigidité du vide brisé. Ça va? Bon, maintenant que vous avez tout compris, on passe au modèle BEH, au mécanisme BEH. Mais le mécanisme BEH apparaît quand on généralise cette symétrie qui est globale, je vais dire tout de suite ce que ça veut dire, en une symétrie locale, et je vais d'abord dire ce que c'est, et ensuite je dirai pourquoi c'est important de penser aux symétries locales et pourquoi nous avons pensé aux symétries locales. Bon. Dans le modèle de Goldstone était invariant pour une phase, c'est-à-dire que phi pouvait être remplacé par phi et I alpha, où alpha était une constante choisie, mais qui ne dépendait pas de la position. La symétrie devient locale si je demande que ça dépend de la position, c'est-à-dire que je puisse choisir un angle arbitraire à chaque endroit et que le système ait tout de même une symétrie. Ça, c'est une symétrie U1 locale. Est-ce que c'est faisable? À première vue, ça a l'air aberrant parce que l'énergie cinétique va évidemment varier à cause du champ de l'angle alpha qui varie. Mais on a introduit un champ, qu'on appelle un champ de jauge, qui a une transformation telle qu'il va compenser
de manière nécessaire les ennuis qu'on aurait avec une phase qui dépend de l'espace-temps. Et pour ça, on remplace la dérivée ordinaire dans les expressions par ce qu'on appelle la dérivée covariante. Et vous pouvez vérifier, ça c'est vraiment pas difficile, que les deux premiers termes qui sont en dessus ne sont rien d'autre que le Lagrangien, ou l'expression que j'ai écrite, si vous voulez, pour le modèle de Goldstone, mais local. Mais on a introduit un nouveau champ. Il faut aussi que ce champ ait une énergie cinétique, il puisse avoir des quantas. Et pour cela, on a introduit un tenseur de champ, F mu nu, qui est ici donc le rotationnel, enfin l'expression qui est là, qui visiblement ne dépend pas de l'angle alpha. Et le Lagrangien qui est là est invariant, y compris pour le champ de jauge, à une symétrie locale U1, qu'on appelle une symétrie abélienne. Abélienne veut dire que c'est une symétrie U1. Et elle est locale, partout. Maintenant, ça, c'est ce que c'est une symétrie locale. C'est donc une symétrie globale, mais qui, en chaque point, peut être prise indépendamment. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Mais parce que le Lagrangien qui est là en dessous est une manière très simple de retrouver toutes les équations de l'électromagnétisme. Autrement dit, l'équation de l'électromagnétisme revient à dire qu'on a une symétrie U1 locale. Et c'est vrai aussi, mais de manière plus complexe, pour l'autre force à longue portée qu'on connaissait, qui était la gravitation, c'est aussi une symétrie locale. Devant le fait que toutes les forces à longue portée étaient des symétries locales, nous avons pensé que les symétries à courte distance doivent aussi être des forces à longue portée. Donc, ça, c'est la première chose qui entre dans le mécanisme BH. Évidemment, on ne prend pas simplement des symétries abéliennes, c'est-à-dire qu'on prend des symétries beaucoup plus compliquées. On peut prendre, je ferai ça dans un moment, on peut prendre des systèmes non abéliens, ça veut dire pas U1, ça veut dire le groupe de rotation, tout ce qu'on veut. Et pour le moment, disons que c'est simplement qu'il y a beaucoup d'indices. C'est tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des représentations, phi grand A, du champ scalaire, et il y a les champs de jauge, et il y en a autant qu'il y a de générateurs qui engendrent les transformations du groupe. Voilà, mais bon, laissons tomber ça. Maintenant, brisons la symétrie. Alors, je vous préviens tout de suite, dans ce cas-ci, je vais suivre notre méthode parce que c'est celle qui finalement est la méthode qui utilise la théorie des champs, qui est actuellement la seule méthode avec laquelle on peut analyser les conséquences de ceci. Et je vais donc suivre notre méthode et je vais briser la symétrie. Pourquoi j'ai mis des guillemets, ça vous allez voir tout de suite. Et comme j'avais dit, je vous préviens tout de suite qu'il va y avoir un petit problème. Ici, c'est un peu plus compliqué du point de vue mathématique, mais ceux qui ont un problème à suivre ça, ben, ils dorment le temps que je fais cet exposé, du moins ce slide, c'est transparent, parce qu'après, je vais expliquer ça en termes humains. Bon. Alors, donc, on brise la symétrie avec le potentiel de Goldstone de la même manière. Et la seule chose, évidemment, c'est que comme on a mis des dérivées covariantes au lieu des dérivées, il y a maintenant une interaction avec le champ de jauge. Il y a un terme trilinéaire et un terme quartique. Alors, comment on étudie ça? Eh bien, on peut regarder la propagation du champ de jauge. Cette propagation du champ de jauge se fait avec un diagramme de Feynman. Le temps maintenant va de gauche à droite et le champ de jauge est représenté par la propagation est représentée par cette ligne ondulée. Ce qui est important, c'est que le dénominateur Q carré veut dire, c'est Q carré à 4 dimensions, c'est l'énergie moins la valeur du carré du moment. Et ça, le zéro du dénominateur donne la valeur de la masse. Pourquoi? C'est comme ça.
pas commencer à faire un cours de théorie des champs. Et donc ici, ça s'annule quand Q carré vaut 0, donc ça c'est une particule, propagation d'une particule de masse nulle. Le numérateur, en général, dans ces problèmes, veut simplement caractériser les différentes orientations de la polarisation. Ou, si l'on veut, du spin, c'est la même chose. Mais dans ce cas-ci, c'est un peu plus général parce qu'on a un arbitraire, parce qu'on a une invariance très grande à cause du fait que c'est une symétrie locale. Et ici, j'ai pris une forme du propagateur, de numérateur, qui est ce qu'on appelle transverse. C'est-à-dire que si on multiplie ça à 4 dimensions par Q mu, on a 0. On peut ajouter tout ce qu'on veut qui ne fait pas ça, mais je vais montrer tout de suite que ça n'a pas d'importance pour ceux du moins qui peuvent suivre ça. Et bon, alors, ici, il y a 2 diagrammes qui donnent lieu à les premières corrections à la brisure de symétrie. Vous voyez, il y a le terme quartique et le terme trilinéaire qui, lui, passe sur l'autre champ. L'autre champ, nous savons lequel c'est. S'il y a un champ qui a une valeur non nulle, l'autre doit être le boson de Goldstone, de Nambu-Goldstone. Donc ça, c'est ici, le boson de Nambu-Goldstone. C'est pour ça qu'il y a un circuit carré qui est aussi une particule de masse nulle. Et donc, les deux qui sont là donnent une contribution qu'on appelle le tenseur de polarisation, qui est transverse, ce qui veut dire que si j'avais ajouté quelque chose qui ne l'était pas, il n'aurait pas de contribution. Et donc, ceci, en fait, d'une manière plus générale, c'est ce qu'on appelle une identité de Ward, ça indique que la symétrie de jauge du départ est entièrement conservée. La seule chose qui apparaît qui est intéressante, à part la conservation de la symétrie, c'est le fait que, ici, il y a une singularité dans ce terme. Cette singularité, maintenant, elle est l'effet suivante. Quand vous faites tout ça et vous répétez ça un grand nombre de fois, vous avez une série géométrique et ça passe en dénominateur. Dans des séries géométriques multipliées par Q carré, ça déplace le pôle et vous avez ainsi un zéro qui maintenant est déplacé. Autrement dit, il y a une masse qui vaut la valeur qui est là. On peut refaire ce calcul très facilement, quand on sait le faire, évidemment, avec, dans le cas des champs non abéliens, etc. Comme j'ai dit, il y a un peu plus d'indices, mais c'est le même genre de formule. Bon. Alors, voilà. Donc, le système acquiert de la masse, mais la symétrie locale est conservée. La symétrie locale est conservée. Ça, c'est la mathématique de ceci. Et maintenant, je vais expliquer. Et la masse est due à la singularité. Donc, tout ça est dû au fait que l'absorption du boson de Goldstone donne une masse et garde l'invariance de chose, c'est-à-dire la symétrie locale. Maintenant, ça, c'est peut-être un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Eh bien, c'est pas difficile. Je refais mon petit dessin et je reconstruis mon boson de Goldstone. Dans ma forme, j'ai le condensat, il brise la symétrie, j'ai ça, donc il y a un boson de Goldstone. Faux, évidemment. Faux. Pourquoi c'est faux? Mais parce que ça, c'est une symétrie locale, donc c'est une symétrie, donc il ne peut pas y avoir une excitation là. Donc, ça va? Quand je fais ça, c'est une symétrie, puisque c'est une symétrie locale. 10 minutes, oui. Ben, je suis presque à la moitié. Oui, ça va. Alors, c'est d'aller un peu plus vite. Alors, bon. Donc, vous voyez que ça n'a pas de sens. Donc, il n'y a pas de symétrie. Il y a 11. Oui. Alors, 1 minute pour l'autre moitié. Ça va. Et donc, ce boson est fictif. Mais s'il est fictif, ça veut dire donc qu'il n'est pas là. C'est simplement que le vide a été décrit de manière beaucoup plus compliquée. Ici, il y a plusieurs manières de le décrire, parce qu'on peut se tourner, quand on tourne le long de cette vallée, on change simplement la définition de ce qu'on appelle le champ jauge, mais on ne change rien du tout au problème fondamental. Donc, il n'y a pas de boson de Goldstone de masse nulle. Ça avait été montré à l'époque par Higgs et par Haken, mais ça, Guernica, Haken et Kibble, mais sans
avoir, à ce moment-là, cette vision simple des choses n'existait pas encore. Ça a été fait nettement plus tard. Et donc, l'absorption d'un boson rend jauge massif. Pourquoi? Ben, il doit bien être quelque part, mais vous savez sûrement que les photons n'ont que 2 degrés de polarisation transverse, et donc, en fait, l'absorption du boson de Goldstone, ici, donne précisément la 3e polarisation qui fait que ça peut devenir massif. Voilà. Et on peut généraliser ça au canon abélien. Je prends par exemple une symétrie où il y aurait 3 champs phi1, il y aurait 3 champs de jauge, mais parce qu'il y a 3 degrés, il y a 3 générateurs au groupe de rotation, mais il n'y aurait que 2 bosons de Nambu-Goldstone fictifs, parce que il n'y a que 2 manières de changer, disons, cet axe de magnétisation qui est là, cet axe-là, et que c'est dans ces directions-là que l'argument que j'ai donné avec mes mains est valable. Donc il n'y a que 2 bosons de Nambu-Goldstone. Il y a 2 bosons fictifs. Et donc il y a un boson de jauge qui reste sans masse. Donc le mécanisme permet d'avoir à la fois des bosons sans masse et des bosons massifs. Mais qu'est-ce qui arrive alors? Et chaque boson d'un Goldstone fictif engendre de cette manière-là, en faisant la 3e polarisation, un champ de jauge massif. Qu'est-ce qui se passe avec le boson scalaire massif? Ben rien, il est toujours là, il n'a rien à voir avec les rotations, donc il est toujours là comme avant. Bien sûr, il interagit, il est indépendant du choix de la jauge, puisqu'il ne dépend pas de la rotation, et il mesure toujours la rigidité du condensat, mais on peut aussi voir ce qui se passe par suite des interactions. Il peut donner des interactions avec les bosons de jauge, et la variation de phi1 qui est là. Vous voyez, les diagrammes de Feynman, on peut en fait les lire dans tous les sens. Alors on regarde le temps dans l'autre sens, et alors on voit que comme le champ phi contient, outre phi, la fluctuation, le boson BEH ou le boson scalaire, celui qui a été découvert au CERN, interagit ici avec, cette fois-ci, tous les champs de jauge massifs. Voilà. Alors pourquoi, maintenant, est-ce qu'on fait tout ça? Parce que ça, tout de même, il faut le dire. Après tout, j'aurais pu commencer en ajoutant une masse au problème depuis le départ. Mais ça, si on fait, c'est facile de voir que la symétrie de jauge n'existe plus, et c'est à ce moment-là que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ça, je ne vais pas entrer dans les grands détails, mais ce qui se passe, c'est que le propagateur, à ce moment-là, n'est plus le même, et au lieu du Q carré, il va avoir un M carré, si on met ça, et alors à ce moment-là, le propagateur à haute énergie commence à devenir un peu fou, et il diverge, et donc à ce moment-là, en fait, il n'y a pas moyen de trouver une manière d'écrire une théorie quantique correcte, ce qu'on appelle une théorie renormalisable. Et le fait qu'on peut écrire ceci est assuré par l'invariance de jauge. C'est la raison pour laquelle nous avions admis nous avons suggéré que la théorie était renormalisable, c'est-à-dire qu'elle était quantiquement valable, ce que l'autre théorie, celle où on met la masse au départ, n'est pas. Et ça, c'est vrai pour les champs abéliens, non. Maintenant, il y a un problème parce que le Q carré qui est là, pas entrer, il a en plus le mauvais signe, et il donnerait des violations de la conservation de la probabilité, ça on ne peut pas faire. Sinon, évidemment, une théorie. Mais Higgs, lui, a étudié ça avec les équations du mouvement classique, et il a, de cette manière-là, éliminé le boson de Goldstone en introduisant un nouveau champ. Et ce nouveau champ, si on avait fait, ce qu'il n'a pas fait, mais si on le faisait du point de vue quantique, on obtiendrait un M carré au lieu du Q carré, ce qui veut dire que la théorie n'aurait pas d'ennui du point de vue de la conservation des probabilités, mais elle ne serait pas renormalisable. Quand on regarde les deux, comme les deux sont simplement la même théorie dans des choses différentes, on se dit que ça doit être renormalisable et unitaire. C'est le cas, mais ça prend beaucoup de choses à faire à tous les ordres, et ça a été fait
par Torte Veltman et aussi Lysine Justin. Et ça, c'est la raison fondamentale pour laquelle cette théorie est valable, qui est valable en mécanique quantique, est intéressante. S'il n'y avait pas ça, la théorie est juste bonne à mettre à la poubelle, elle servirait à rien. Et donc, toutes les expériences de haute précision, en particulier, font appel à cela. Bon, j'arrive à mon dernier chapitre. Il est un peu plus court quand même que les autres. Oui. Donc, le modèle standard demande que, pour faire le modèle standard, on doit non seulement donner de la masse au boson de jauge, ce qui est très difficile, comme vous l'avez vu, mais on doit aussi le donner au fermion. Ça, c'est très facile en principe. D'ailleurs, Nambu l'avait fait. On peut le faire avec une interaction locale entre le champ et le fermion en prenant une valeur moyenne de phi. De nouveau, en regardant le diagramme autrement, on voit que le boson scalaire donne lieu à deux fermions, ou plus exactement, un fermion et un antifermion. Et comme la masse, le couplage ici n'est rien d'autre que le même couplage que là, lambda phi est la masse, et donc la masse est inversement proportionnelle à la valeur moyenne de phi, c'est-à-dire essentiellement à la masse du boson de vecteur. Ceci est important parce que ça veut dire que plus la masse du fermion est grande, plus le couplage est grand. Et ça, c'est une chose qu'il faut retenir, c'est-à-dire que ça veut dire que expérimentalement, le couplage du boson scalaire sera d'autant plus important au fermion que la masse du fermion est grande. Pour la même théorie, ça s'entend. Mais ça ne va pas parce qu'il y a des bosons de Nambu-Goldstone de masse nulle et ceux-là, on ne les a jamais vus. Alors, justement, c'est là où le miracle intervient, parce que si on généralise, ceci on pourrait le faire avec une symétrie globale, mais si on le généralise à une symétrie locale, à ce moment-là, on sait qu'on peut enlever les bosons de Goldstone en les transformant en bosons de jauge massifs. Et donc le mécanisme BH peut engendrer la masse du fermion, qui maintenant peuvent interagir, comme je l'ai indiqué, à la fois avec des forces à courte et longue portée. Et donc tout ça, ça va bien. Et la théorie électrofaible essentiellement de Weinberg est là. Elle prend un groupe de symétrie qui est un peu plus grand, peu plus compliqué que le groupe SO3. Et il y a 4 champs de jauge et il n'y a que 3 bosons fictifs. Le fait qu'il y a un indice L, là veut dire que ça se couple uniquement au fermion gauche. Donc la théorie au départ ne contient pas de masse pour les particules élémentaires. Et donc on a 3 bosons de jauge massifs puisqu'il y en a 4 au départ, 3 pour SU2 qui est comme SO3 et 1 pour U1. Donc il y en a 4, mais comme il reste un résidu U1 qui est combinaison du U1 qui est là et de celui qui est dans SU2, il y a 3 bosons. Il reste donc donc il n'y aura que 3 bosons fictifs et nous aurons donc 3 bosons de jauge massif et un sans masse. Et il suffit d'appliquer les formules que j'ai écrites pour trouver les masses, plus les corrections radiatives, plus bien sûr le boson scalaire pour briser la symétrie, et enfin plus les fermions, tout le tableau que j'ai eu là, qui ont donné ces résultats que nous connaissons. Et ensuite, on a découvert le boson WZ et les corrections radiatives, tout ça ensemble, je dirais que c'est déjà une confirmation du mécanisme, sauf qu'on ne sait pas exactement encore très bien qu'est-ce qui se passe avec le boson lui-même. C'est ce qu'on appelle une vérification indirecte. Pourquoi? Parce que c'est la seule théorie dans laquelle on peut faire une théorie cohérente des bosons vectoriels. Je ne vais pas parler de la chromodynamique quantique parce que je vois que je dépasse mon temps, c'est-à-dire des interactions fortes. La seule chose que je vais dire, c'est que de nouveau, c'est un groupe local SU3 qui joue, mais cette fois-ci, c'est le vide qui apparaît. Intuitivement, ce qui se passe, c'est que si on essaye de décrire
le groupe SU3 avec les champs de jauge dans une version magnétique de ce que c'est, alors le modèle est essentiellement de nouveau le modèle BEH, mais à condition de faire le modèle dans la description magnétique. C'est le champ magnétique qui... Enfin, je ne veux pas entrer là-dedans, c'est trop compliqué. Évidemment, ça c'est le modèle standard. La théorie électrofème, électrodynamique quantique. Bien sûr, il y a des choses beyond standard model qui vont aller au-dessus. Il y a le problème de le problème de l'unification, puisqu'on a tous des champs de jauge, peut-être qu'on peut aller plus loin et qu'on peut faire une théorie unifiée. Il y a des essais qui ont été faits, mais pour le moment, les choses sont à trop haute énergie pour qu'on puisse en tous les cas le vérifier. Oui, supersymétrie, je n'ai pas dit ce que c'est, alors c'est ça, mais comme on a des échelles très différentes, on peut imaginer qu'il y a une théorie dans laquelle ces échelles, en principe, se stabilisent mieux. Enfin, je suis un peu sceptique là-dessus, mais ça, c'est ce qu'on appelle la supersymétrie, et qui double toutes les particules, mais je ne vais pas en parler. D'ailleurs, pour le moment, on ne l'a pas trouvée. Et peut-être qu'elle existe, mais en tous les cas, pour le moment, on ne la voit pas, du moins à ce que je sais. Et évidemment, le grand problème, c'est que dans tout ça, la gravitation n'est pas inclus. Et ce problème-là est, je pense, le problème majeur de la physique théorique à l'heure actuelle. Je termine en disant la découverte. Je rappelle les désintégrations en quelques mots. Il y a les désintégrations se désintègrent uniquement comme nous l'avons montré avant, comme je l'ai montré ici au tableau, les bosons massifs qui ici sont le Z et le W. Les fermions massifs interagissent d'autant plus que la masse est grande. Et enfin, ce qui est important, c'est que bien qu'il ne peut pas se désintégrer en photons de manière classique, quantiquement, il peut, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des loops, c'est-à-dire des créations virtuelles et destructions de particules. Voilà. Et ce processus, il peut être affecté par la physique au-delà de modèles standards, comme d'ailleurs les corrections radiatives de tous les autres. Et en résumé, ce qui avait été vu au début, du moins cette année que moi je connaissais, c'était ces interactions qui sont là, du boson scalaire qu'on désigne par H en général, et donc parce qu'il ne suffit pas de connaître les désintégrations, évidemment, il faut connaître comment on les produit, de manière à séparer ceci du fond dans lequel les mêmes processus apparaissent, mais pas dus au boson. Et vous voyez qu'en prenant les sections efficaces mesurées sur la section efficace du modèle standard, on arrive pour le moment à quelque chose qui est compatible, en tous les cas, avec le modèle standard dans son ensemble. Et ce qu'il y a, c'est que tout ça a été fait avec des transformations locales, qu'il n'y a pas d'autres particules aux environs. Donc, à mon avis, la particule, le boson scalaire, n'est pas composite. Il peut peut-être être composite avec des choses à très haute énergie, ça c'est possible de n'importe quoi, mais il n'est pas composite comme le proton est composite de quark. C'est une particule élémentaire. Ça, je crois que c'est très important. C'est à mon avis la chose fondamentale qui n'était pas clarifiée par tant qu'on ne l'avait pas trouvée. Et voilà. Alors finalement, simplement, pour les articles qui ont été faits en 64, la méthode que j'ai exposée, peut-être un peu trop vite, c'est la mienne, enfin celle de Brout et de moi, et j'ai cité le deuxième papier, c'est le papier concernant le boson de Goldstone de Higgs. Le troisième, c'est celui que j'ai cité quand il a donné les problèmes de manière classique, quand il a refait la même chose que nous, mais classiquement. Et le dernier papier est aussi relié au problème boson de Goldstone. Bon, voilà. Mais,